Bonsoir Louis-Marie. Alors, Bonsoir à tous. Merci utilisez- à vas-y, Vision vas-y. Capital de me donner l'opportunité de vous présenter BioCure. Et je Alors, vous mets la présentation. on t'en prie, Louis-Marie, c'est un plaisir. Donc, BioCure qui est de retour sur la plateforme après avoir fait une levée de fonds de 150 000 euros il y a maintenant un an et demi. BioCure qui traite du sujet du glioblastome, qui est une des tumeurs les plus malignes du cerveau. Louis-Marie, donc, qui est fondateur et cofondateur avec Claire et j'ai oublié le prénom de Monsieur Ayard, tu m'excuseras. Joël hier, oui, docteur Joël, Joël hier. voilà, de Gléocure. Et écoute, on est ravis de te soutenir encore. C'est une belle cause et une belle molécule. Donc, je te laisse la présenter, Marie. Très bien, merci pour cette introduction. Donc, ça me permet d'enchaîner directement sur qui est GlioCure. Effectivement, nous sommes une société de développement de médicaments spécialisée en neuro-oncologie, donc sont les cancers du cerveau, les tumeurs cérébrales, et en stade préclinique, c'est-à-dire encore au niveau des expérimentations animales. Donc, tu as présenté les cofondateurs. Aujourd'hui, il y en a 2 d'entre eux qui sont dans l'équipe de management, Dr Clélia Pidou-Chambaud, moi-même, et puis nous a rejoint le Dr Paul Baldwin, qui est pharmacien industriel et qui se charge des développements pharmaceutiques du produit. Aujourd'hui, l'équipe de GlioCure, c'est 6 personnes, donc 3 en management et puis 3 opérationnels. Et puis, on s'appuie également sur un conseil scientifique et médical autour du docteur Joël Heyer, qui est donc l'inventeur principal. Il y a un professeur de neurochirurgie à l'université de Ulm en Allemagne, le professeur Alach. Jean-Pierre Bizarri, qui est un médecin oncologue industriel qui a participé à la mise sur le marché de plusieurs, quasiment une dizaine de produits dans le domaine de l'oncologie, et le docteur Joël Richard, qui est lui un spécialiste du développement pharmaceutique des peptides. Et ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est adresser dans notre domaine le besoin médical le plus important, le plus critique, c'est celui du glioblastome. Donc, comme l'a rappelé Antoine, c'est à la fois la tumeur du cerveau à la fois la plus fréquente et la plus agressive, sur laquelle le traitement de la prise en charge n'a pas évolué depuis 20 ans. C'est de la chirurgie. Et puis, ce qu'on appelle le protocole de Stupp, c'est une association de radiothérapie avec une molécule qui est un cytotoxique non spécifique qui s'appelle le temozolomide, témodal de son nom commercial. Et en fait, aujourd'hui, donc 40% des tumeurs malignes, le glioblastome, avec une survie médiane de 15 à 18 mois, 5% de survie à 5 ans, et ça représente quasiment 200 000 décès par an dans le monde, environ 3 000 en France, c'est plus que l'ensemble des accidents de la route, pour vous donner un ordre de grandeur. Alors nous, ce qu'on propose, c'est le développement d'une première molécule, une molécule qui est un peptide, et qui a une propriété, c'est celui de venir se lier à ce qui s'appelle la bêta-3-tubuline. Alors, c'est un petit peu technique, je rentre légèrement dessus. La bêta-3-tubuline, en fait, c'est une espèce de brique qui, en se polymérisant, en s'agitant les unes aux autres, va mettre en place les rails des microtubules, ce que vous voyez en haut de sur le premier dessin, ces rails sur lesquels donc, les chromosomes vont migrer pour faire d'une cellule mère avoir 2 cellules filles. Eh bien, cette bêta-3-tubuline, elle est présente dans les cellules de glioblastome, elle est présente dans quasiment toutes les cellules du système nerveux central, mais elle n'est pas présente dans les cellules saines. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a une activité qui va bloquer la division des cellules tumorales, mais qui ne va pas avoir d'effet sur les cellules saines du cerveau, comme les neurones ou les astrocytes, dans lesquels notre peptide, on le voit, c'est la fluorescence jaune sur les photos de droite, rentre très légèrement, mais n'a pas d'activité, ne perturbe pas ce qu'on appelle ce faisceau mitotique. Donc cette activité et les résultats qu'on a pu obtenir avec cette molécule, alors in vitro, c'est-à-dire quand on est sur les boîtes de Petri, si vous voulez, sur des cellules, bien c'est le fait qu'on a pu démontrer que la molécule rentrait de manière préférentielle, donc dans ces cellules de glioblastome, qu'elle n'avait pas de toxicité sur les cellules saines du cerveau, et qu'elle avait une efficacité sur un panel relativement large de cellules de glioblastome humaines, y compris celles qui sont résistantes au traitement standard, ce qu'on appelle les cellules souches cancéreuses, les cellules souches de glioblastome. Et puis on a aussi bien sûr des résultats in vivo, c'est-à-dire chez l'animal, où là on a pu de la même manière démontrer qu'il y avait une activité significative du produit après administration intraveineuse, et un seul cycle, donc 5 administrations quotidiennes sur 5 jours. Et puis, à côté de ça, bien sûr, ce qui est toujours important dans le développement d'une molécule, il faut qu'il y ait un bénéfice, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne tolérance, une absence de toxicité. Et ça a pu être démontré aussi que la molécule avait un très bon profil en termes de toxicité et pas d'atteinte, en fait, ni sur les tissus, ni sur les cellules saines.
En termes de propriété, bien sûr, c'était toujours important de pouvoir avoir le maximum de propriété et de protection. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, la molécule, elle est protégée par 2 familles de brevets qui sont délivrés dans les pays et les zones que vous voyez en vert. Donc, à la fois en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et au Japon, et encore en review pour la 2e famille en Inde. Ce qui nous permet d'avoir une couverture brevetaire jusqu'à l'horizon de la fin 2029 et sur laquelle on a par ailleurs une totale liberté d'exploitation, Gliocure étant le seul à avoir les droits exclusifs sur l'ensemble de ces 2 familles de brevets. Et puis une possibilité de protéger à nouveau et de recréer donc de la protection pour une durée de 20 ans avec les nouvelles posologies, formulations de notre molécule. Un autre élément qui est important à prendre en considération sur le domaine du glioblastome, c'est le fait de pouvoir obtenir des désignations de médicaments orphelins. Ça, c'est un mécanisme assez particulier qui permet en fait d'avoir des exclusivités commerciales entre 7 et 10 ans selon les zones, mais à partir de l'autorisation de mise sur le marché. Donc en fait, on a tout le temps du développement et ensuite on va avoir, donc au moment où les autorités réglementaires disent vous pouvez commercialiser, encore 7 ou 10 ans, 7 ans aux États-Unis, 10 ans en Europe, sur ces marchés. Donc notre objectif, c'est de développer GC01 en première indication sur le glioblastome. On le fait en partenariat notamment avec l'Université d'Angers, le laboratoire MINT, mais aussi parce que c'est toujours important de pouvoir tirer le meilleur parti et d'exploiter au mieux une molécule. On cherche à vérifier l'intérêt de cette molécule aussi dans d'autres tumeurs cérébrales qui surexpriment la bêta-3-tubuline. On le fait en collaboration avec l'Université de Ulm en Allemagne, mais aussi on a mis en place un accord de transfert de matériel avec l'Université de Northwestern à Chicago, qui est un des grands centres de lutte contre les tumeurs cérébrales aux États-Unis, reconnu comme tel par les NIH. Et sur d'autres tumeurs surexprimant la bêta-3-tubuline, on est en train de lancer des travaux avec l'Institut Curie pour voir s'il y a un intérêt à notre molécule sur donc d'autres indications comme le cancer du sein, le cancer du poumon dans la petite cellule ou le cancer des ovaires. Et puis, de manière très amont pour le coup, on souhaite aussi dérisquer avec une seconde molécule qui aujourd'hui est donc très en amont, mais en restant sur notre indication première de la neuro-oncologie. Donc là, il s'agit d'une forme extrêmement virulente de gliome chez l'enfant, et on le fait en collaboration avec l'Université de Nantes. Donc aujourd'hui, l'environnement concurrentiel, il est assez important dans notre domaine, comme d'ailleurs dans tous les domaines en oncologie. On a répertorié 475 essais cliniques qui sont aujourd'hui actifs à travers le monde. Il y a seulement 10 molécules qui sont aujourd'hui en phase 3, qui est la dernière phase clinique avant les autorisations d'essais cliniques. Vous savez, on a phase 1, on vérifie l'absence de toxicité chez l'être humain. Ensuite, phase 2, on fait les premières preuves d'efficacité. Puis phase 3, sur un plus grand nombre de patients, sur une durée plus importante, on va s'assurer que statistiquement, oui, il y a bien une efficacité et toujours une absence de toxicité, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, seulement 10 molécules qui sont à ce stade, j'ai envie de dire juste avant la commercialisation, et aucune d'entre elles, dans tout ce pipeline clinique, n'est une molécule qui est spécifique sur la bêta-3-tubuline. Et par ailleurs, quand on regarde ce paysage concurrentiel, avec certaines thérapies très innovantes, des thérapies cellulaires, des thérapies géniques, etc., en regardant chacune des propriétés de ces grandes familles de molécules, on pense, nous, que notre molécule a le potentiel, quand elle aura passé ses essais cliniques aussi, mais à être le futur traitement de référence sur le glioblastome. Pourquoi ? Parce qu'elle a cette efficacité sur tous les sous-types de glioblastome, ce que n'a pas du tout le traitement standard de combinaison radiation et témozolamide, et ce qu'il n'y a pas non plus des thérapies ciblées ou les immuno-oncologies qui sont immunothérapies qui sont spécifiques, mais sur un nombre extrêmement restreint de patients. Elle a donc cette efficacité pour GC01 aussi sur les cellules souches cancéreuses, une très bonne tolérance, qui n'est pas le cas d'un certain nombre de thérapies ciblées aussi. Et puis, on n'a pas confronté à des problématiques majeures et compliquées de bioproduction, puisque c'est un peptide qui est produit en synthèse chimique. Et enfin, et pour cette raison-là, nous sommes une molécule propriétaire, donc on aura un prix élevé, bien sûr pas génériqué, contrairement au traitement standard, et puis surtout un coût de fabrication qui est beaucoup moins important que une fois de plus, les biothérapies. Le marché aujourd'hui, il est estimé par un acteur du domaine qui s'appelle Global Data, un chiffre d'affaires potentiel pour l'ensemble des molécules qui seraient commercialisées à 1,4 milliard à l'horizon 2027. Et
c'est un marché évidemment qui attire un certain nombre d'acteurs importants de la pharmacie, les big pharma, ce qu'on appelle big pharma ou biopharma, qui sont en fait nos clients potentiels, parce que notre objectif n'est pas directement ce marché de 1,4 milliard, mais en fait d'aller nouer un partenariat industriel. On souhaite le faire assez rapidement, c'est-à-dire sur la base d'une autorisation d'essai clinique. C'est le moment où la fenêtre d'opportunité de ce type de deal peut arriver. Et aujourd'hui, si on ne prend que les accords passés sur cette indication du glioblastome, il y en a 6 à 8 environ par an qui se font avec des valeurs de l'ordre de 160 millions de dollars et des paiements amont, c'est-à-dire au moment de la signature de l'accord, de 11 millions de dollars. Donc en fait, c'est ce chemin-là qu'on souhaite prendre. Aujourd'hui, on en est encore au dernier stade en fait des essais chez l'animal, juste avant la préclinique réglementaire, là où on va vérifier l'absence de toxicité du produit chez l'animal sain dans les conditions de bonne pratique laboratoire avec le produit qu'on va utiliser directement chez l'homme. Et donc ça, c'est une phase qui nécessite un certain montant, donc de l'ordre de 1,5 million d'euros. Nous, on a encore quelques éléments de preuve de concept qu'on souhaite obtenir, et notamment la réalisation d'un essai clinique vétérinaire chez les chiens qui ont spontanément cette maladie, parce qu'on pense que c'est la preuve ultime avant les essais cliniques de l'efficacité du produit sur cette indication. Et donc d'aller chercher un premier deal industriel au moment de l'autorisation d'essais cliniques avec une multiplication par 3 de la valeur de la société dans l'intervalle. Ça, c'est l'objectif premier d'une sortie assez rapide. Ce n'est pas forcément ce qui se passera de manière certaine. En tous les cas, on va travailler à ça. Mais ce qu'on souhaite pouvoir faire, le cas échéant, de manière, j'ai envie de dire, en termes de plan B, c'est que nouer un accord à ce style-là, mais en termes sous une forme d'option, où là, le partenaire industriel couvrirait les coûts des développements cliniques et permettrait une sortie sur la base des résultats cliniques, de premiers essais cliniques humains, donc à un horizon plus lointain, bien évidemment, mais avec une multiplication encore, un saut de valeur encore plus conséquent. Voilà le chemin qu'on se propose de faire avec vous, si vous nous permettez de franchir et de nous aider à franchir ce premier pas, où il nous reste en fait ces quelques éléments de preuve de concept supplémentaires, essais cliniques vétérinaires chez le chien notamment, à franchir. Donc, une recherche de 526 000 € aujourd'hui, sur laquelle notre investisseur principal, le Dr Bernard Majoie, qui est l'ancien PDG des laboratoires Fournier et aujourd'hui président de la fondation Fournier-Majoie pour l'innovation, qui est une fondation spécialisée en oncologie, s'est déjà engagé à réinvestir 200 000 €. On va acter les choses dans les tout prochains jours avec lui. Et donc, vous pourrez voir ça aussi arriver sur le compteur de Happy Capital. Voilà pour la présentation que je souhaitais vous faire ce soir de GlioCure, de son équipe et de ce qu'on vous propose de faire avec votre soutien. Merci à vous. Louis et Marie, merci beaucoup, c'était super clair. Tu as réussi à vulgariser des aspects techniques. Moi, je voudrais juste revenir sur un petit point. Et si j'écorche la vérité, merci de me corriger. Dans la recherche de la mise sur le marché d'un médicament, vous avez des phases qui s'appellent précliniques, qui est aussi appelée la phase 0, qui est la phase pendant laquelle on teste sur les animaux le candidat médicament. Et puis après, vous avez la phase clinique que décrivait donc Louis-Marie, qui est la phase pendant laquelle il y a 2 sous-phases. Une phase où on teste l'innocuité du médicament sur l'homme. Voilà. Dès qu'on est en clinique, on est sur l'homme. Et une phase 2 où on teste l'efficacité du médicament sur l'homme. Et la phase 3, dont on entend parler d'ailleurs aujourd'hui sur tout ce qui est le vaccin contre le Covid ou la Covid, qui, elle, vise à extrapoler en fait les cohortes sur lesquelles auront été jugées l'efficacité du médicament en phase 2 sur beaucoup plus de personnes. Et par exemple, en Chine, vous voyez, le vaccin contre la Covid est actuellement testé sur des centaines de milliers de personnes. Voilà. Donc, juste pour recaler un peu, Louis-Marie, tu es en phase préclinique. Sur Dictech, il n'y a pas de sujet, c'est une medtech, donc on n'est pas soumis à ces phases, mais par contre, on a un obstacle majeur qui est le marquage CE, on en a parlé, et on verra avec TAC ces notions de phase aussi par après. Voilà, merci beaucoup, Louis-Marie. Alors, une question. Oui, alors juste voulais dire, effectivement, donc j'avais fait part sur les commentaires de la promesse d'investissement de M. Majoie, c'est super. Donc tout cela va nous aider très 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 fortement, et donc ça revient aussi à dire que le seuil de validation est virtuellement ou potentiellement passé pour ton projet, et que donc tout à chacun qui investirait dans ton projet
est certain d'avoir le crédit d'impôt. Je voulais juste ici le dire. Le ticket minimum, c'est 250 €. Voilà. Alors maintenant, les questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à traiter le glioblastome plutôt que d'autres tumeurs cérébrales? Tout simplement parce que c'est celle sur laquelle le besoin médical est le plus important aujourd'hui, c'est-à-dire tant en termes de nombre de patients qu'en termes d'agressivité de la tumeur. Donc, une fois de plus, pour reprendre pour les chiffres que je vous ai présentés, on est sur une survie médiane après diagnostic de 15 à 18 mois, une survie à 5 ans qui est de l'ordre de 5%. Ça s'améliore un petit peu avec la prise en charge de chirurgie et puis les essais cliniques sur lesquels répondent quelques patients, mais on reste toujours sur cet ordre de grandeur. Donc le besoin, il est vraiment à cet endroit-là, si vous voulez, en neuro-oncologie en tous les cas. D'accord. Est-ce que la molécule GC01, tu as un faisceau de preuves ou des certitudes sur sa capacité à être active efficacement contre d'autres cancers? Où est-ce que tu en es dans ces recherches? Alors, sur les autres cancers, on a initié, comme vous l'avez vu, plusieurs collaborations. On a fait aussi des travaux en interne. Donc, dans nos collaborations, on a pu, à ce stade, obtenir des résultats qui sont des résultats simplement in vitro, c'est-à-dire sur des cellules, mais où on a une activité qui est plus forte que le contrôle positif sur des cellules de neuroblastome ou de méduloblastome. Alors, le méduloblastome, c'est une autre tumeur cérébrale qui est plutôt une tumeur pédiatrique. Le neuroblastome, c'est une tumeur du système nerveux central, mais au niveau des reins. Une fois de plus, quasi exclusivement chez l'enfant. Et puis, on a pu aussi obtenir des éléments de preuve sur des lignées de cancer de sein triple négatif. Avec un élément intéressant pour nous, ce serait d'adresser ces autres tumeurs ou ces autres cancers, notamment par la problématique des métastases cérébrales. Parce qu'aujourd'hui, le cancer du sein, les cancers du poumon, les mélanomes sont des cancers qui sont les gros pourvoyeurs en fait, de métastases cérébrales et c'est une des raisons pour lesquelles certains de ces cancers on n'arrive pas à les guérir parce qu'effectivement, il y a des métastases, et y compris cérébrales, et celles-ci, on ne sait pas les traiter en fait. On arrive parfois à les opérer, mais elles sont multifocales et généralement, c'est là où. Donc, juste un petit point définition, et désolé d'insulter la culture des uns des autres, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance. La métastase, c'est donc une tumeur qui est issue d'une tumeur originelle et qui souligne donc quand il y a sa présence qu'il y a une tumeur ailleurs à chercher. C'est-à-dire qu'on sait analyser qu'une tumeur est une métastase et donc il faut chercher le foyer tumoral original. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis, que très souvent les cancers du poumon envoient des métastases cérébrales et donc ça souligne aussi le fait que des cellules cancéreuses transitent dans le sang et donc c'est une sorte comment dirais-je de contrôle difficile à tenir sur les cellules cancéreuses dès lors qu'il y a eu un foyer secondaire. Je t'en prie. Et alors, juste pour préciser ça, sur le cancer du sein triple négatif, celui qu'on arrive le moins bien à traiter aujourd'hui, en fait, on sait que les patientes, ça c'est dans la littérature, on sait que les patientes qui ont des cancers qui surexpriment bêta-3 tubuline sont à la fois résistantes au traitement standard actuel par Taxotere, une autre molécule qui bloque la division cellulaire mais de manière complètement non spécifique. Et elles sont aussi sujettes, ont une prédisposition à justement avoir ces métastases cérébrales. Donc on a typiquement sur cette indication une molécule qui pourrait répondre à celle-ci. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a réussi à mettre en place ce MTA avec Northwestern University, avec une équipe dans laquelle se trouve aujourd'hui Roger Stupp, c'est-à-dire celui qui a mis en place le traitement standard du glioblastome au niveau mondial, celui qui était l'investigateur principal. Il est aujourd'hui à Northwestern, et ils ont été accrochés par notre produit justement par ce mécanisme d'action-là, puisque l'équipe travaillait déjà sur cette problématique de la surexpression de bêta-3 tubuline dans les cancers du sein. D'accord. Alors la bêta-3 tubuline, c'est cette peptide qui permet de faire que les cellules cancéreuses se divisent en plusieurs cellules. Et donc GC01 sait bloquer la bêta-3 tubuline, ou saurait, puisque vous êtes en test, mais c'est bien là le procédé. Et cette bêta-3 tubuline n'est présente que dans les cellules cancéreuses. C'est là où tu dis que GC01 est spécifique. En d'autres termes, GC01, la molécule sur laquelle vous travaillez, sait faire la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. Ce que ne peut pas faire en chimiothérapie, par exemple. Enfin, je vulgarise sans doute de manière outrancière vu les. Non, mais je me permets juste de repasser ça.
Ouais. de le faire peut-être plus lentement. Je vous invite à regarder notre petite vidéo qui explique ce mécanisme d'action. Qui est présent sur la Vous page retrouverez Québec. sur notre chaîne YouTube et, Ouais. sur la page Happy Capital. Mais effectivement, vous voyez sur l'image violette en haut, hein, une cellule qui se divise avec les espèces de rails orange. Hein, ce sont des microtubules. Donc les microtubules, c'est ni plus ni moins qu'un empilement de tubulines libres où il y a ces deux petites boules, là, hein, une orange et une jaune d'un côté et deux jaunes de l'autre, et qui se forment ensemble et elles font cette espèce de cône. Donc c'est ça, cette microtubule sur lesquelles vont migrer les chromosomes. Et en fait, dans les cellules cancéreuses, il y a cette tubuline qui a une forme particulière qui s'appelle bêta-3 tubuline. Et nous, donc ça, c'est une protéine, hein, mais notre peptide, il vient se coller à cette bêta-3 tubuline et il l'empêche de s'empiler et donc de faire ses rails. Alors qu'il ne va pas se coller à d'autres bêta-tubulines et les rails des cellules saines vont pouvoir se faire et les cellules saines qui doivent se diviser, hein, parce que c'est important que nos cellules, la plupart d'entre elles se divisent, elles vont pouvoir continuer à se diviser. Et c'est ça l'avantage majeur qu'a notre produit, c'est qu'il va bloquer, vous voyez avec la croix, on bloque la division cellulaire. Et ça, on l'a vérifié in vitro, on le vérifie in vivo par le gain de survie ou la réduction de la croissance tumorale chez l'animal. Il faut bien sûr montrer que cet effet sera aussi efficace et suffisamment efficace chez l'être humain pour en avoir la preuve formelle, in fine. Mais donc, le peptide va avoir cette activité sur les cellules cancéreuses, elle ne l'aura pas sur les cellules saines, et ça, c'est un avantage majeur par rapport aux traitements standards actuels qui sont parfois extrêmement puissants, qui vont empêcher les cellules de se diviser, mais ils vont le faire de manière non spécifique, et donc c'est pour ça qu'on a ces fameux effets secondaires de la chimiothérapie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est un petit peu plus loin, c'est le fait, en deux mots, c'est cette troisième ligne, c'est le fait qu'on va avoir cette activité aussi sur les cellules souches cancéreuses. Je vais très vite. Les cellules souches cancéreuses, où là, en fait, c'est celles qui sont résistantes en fait au traitement standard. Donc elles vont pas, même celles-ci, les traitements standards ne les empêchent pas de se diviser. Et nous, on le voit, vous le voyez là, avec face à un produit qui s'appelle la colchicine, donc sur l'histogramme, où on a à des concentrations les plus élevées une activité qui est extrêmement puissante sur ces souches cancéreuses. Donc voilà les deux avantages majeurs: l'absence de toxicité sur la cellule saine, la forte activité sur les cellules souches cancéreuses. Ok. Merci beaucoup, Louis-Marie. On avait des questions encore, notamment pourquoi les chiens à museau court? En deux mots. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une étiologie. Ils ont tout simplement 3 à 4 fois plus statistiquement de chance de faire le glioblastome. Bon, pour des raisons génétiques certainement, mais tout n'est pas expliqué encore. D'accord. Ben ouais. Merci beaucoup, merci infiniment de ton temps. C'est pas facile, d'autant plus que tu étais tout seul.